Aquaba. Salut Tricia. Salut Moulay. Comment ça va? Écoute, ça va. Tu me disais que tu es un peu stressée Ouais, pour une fois d'être devant. Je vais pas le dire, mais ouais, un peu stressée, mais ça va aller. Ça va aller? Ouais. Bon Tricia, tu as beaucoup de casquettes, Tricia. Aujourd'hui, comment tu te présentes quand quelqu'un te... Beaucoup de casquettes, t'exagères quand Ah, même. mais il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Oui. Tu es une Bon, experte du sur moi, je sais digital pas. marketing, notre référence dans Abidjan, qui sauve le peuple à tellement de niveaux. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, comment tu te présentes? Alors, je me présente en tant que consultante en stratégie digitale. Donc, j'accompagne des entreprises, petites ou grandes, à développer leur présence sur Internet, mais surtout leur vente grâce au digital. Ok, Donc, très intéressant. voilà, pour faire court, c'est ça. C'est ça ton truc. Ouais, c'est mon pitch. C'est ton pitch de base. Mais il faut que tu donnes un peu de trucs parce qu'il faut savoir que tu as accompagné. Donc, il y a des gens que les gens connaissent que tu as accompagné. Est-ce que tu cites un peu les gens que tu as accompagnés un peu pour. Je peux Voilà. alors, accompagner. J'ai bossé pour. Je pense que peut-être certaines personnes doivent connaître le concept store en Côte d'Ivoire, Couleur Concept. Couleur Concept, regardez sur Instagram. Ma cliente. Ah, c'est ta première cliente? Ouais, ma première cliente. Ah, mais quelle cliente? Ma cliente historique. Oh. Et voilà, qui fait du très bon boulot. Et on bosse. C'est quoi toujours vos métriques là? Quand tu as commencé avec Couleur Concept, t'as combien j'étais aujourd'hui? Parce que je pense que c'est quand même une belle. Belle évolution. Ouais. Alors, quand on a commencé, on était à, je crois, 3000 abonnés. Aujourd'hui, Wow. on est à 33 000 abonnés. Wow! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait majoritairement pendant 3 ans que du organique. Wow! Que récemment qu'on a commencé les pubs, et c'est vraiment une belle fierté de se dire qu'on a construit une marque qui génère du chiffre régulièrement, qui fait, voilà, Qui est leader dans son marché, hein? leader de son marché, et qui génère beaucoup de ventes chaque jour, uniquement, j'aime le dire, grâce à Instagram quand même. Oui. Parce que je sais qu'on me dit souvent, non, mais il faut que les gens arrêtent de mentir en disant que on va construire une entreprise sur uniquement grâce aux réseaux sociaux, etc., que c'est pas le seul levier. Nous, pour le coup, c'est notre seul levier d'acquisition. C'est vrai. Et c'est vrai que même Couleur Concept, vous avez fait le miracle d'un point de vue retail de changer de location Ouais, exactement. pour aller d'un lieu qui était central à Abidjan. Un lieu plus reculé. Plus reculé. Et vos ventes n'ont pas baissé. Non. Amen. Au Amen. contraire, même. Au contraire, voilà, on aime. Fabienne, c'est pour toi, dédicace. Ouais. Non, ça a pas baissé. Après, oui, c'était un gros... stratégiquement, je pense que pour la fondatrice, c'était un gros stress de savoir est-ce qu'on va vraiment réussir à driver... À amener les gens. à Parce amener que les là, gens vers un point à un autre. Et après, ce qu'on a réussi à comprendre quand même, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette page Instagram qui est notre pilier d'acquisition, Oui. en fait, peu importe Où vous êtes, les gens viendront. Parce ce qui qu'ils viennent est- pour la marque. Ce qui est incroyable. Ouais, mais c'est aussi l'intérêt de construire une communauté et pas tout de suite se dire je veux plein de followers, je vais faire plein de pubs. La pub, j'ai essayé de la ralentir un maximum avec ma cliente en lui disant que on fera de la pub quand on aura une forte communauté. Déjà. Parce qu'en fait, les gens qui sont présents sur la page et qui achètent, c'est pas des gens que tu as acheté, ils sont là parce qu'ils le veulent, ils aiment ton contenu, ils aiment tes produits et c'est comme ça qu'ils vont show up. Peu importe les produits qu'on va lancer, ce qu'on fait, où on va, ils seront là parce que c'est une vraie communauté de fans. C'est pas des gens qu'on a payés et on n'a pas beaucoup de followers dormants. C'est ça. C'est pas des gens que tu as attirés avec un bon contenu mais qui en fait n'adhèrent pas à la vision complète, de Couleur Concept. au type de produit proposé, etc. Donc ça, c'est vachement... c'est une belle victoire, hein, 33 000 en 3 ans. Je connais pas beaucoup qui ont fait ça. Et surtout, non, je pense que ce qui m'a marqué aussi, parce que les gens ne le savent pas, et pour ceux qui sont là, l'une des raisons aussi pour laquelle je pense qu'il faut qu'ils restent écoutés jusqu'à la fin, on va parler des autres business que tu fais. Ouais. Parce que, attendez, vous la voyez comme ça, c'est pas juste quelqu'un qui est derrière chef d'orchestre, mais des fois tu fais des trucs toi aussi. Je fais pas 10 000 business non plus, mais je fais d'autres choses, oui. Ok, mais un truc quand même qu'il faut que je dise avant, c'est que l'une des choses aussi auxquelles tu nous as accompagnés, parce que je connais de longue date, tu es aussi celle qui a été un peu l'architecte derrière notre campagne Africa is Over. Non, tu l'as dit, moi tu pensais rester discrète. Mais non, il faut que les gens sachent, parce que les gens croient que moi je suis un grand acteur. C'est toi qui étais là en train, avec Alan, de me dire reprends. Non, c'est pas assez crédible, non, c'est pas assez truc. Donc t'as de la conception à la création, tu étais là de bout en bout. Ouais. Après, je sais que cette campagne, entre guillemets, elle a fait beaucoup débat. Du coup, il y a beaucoup de gens qui savent que derrière. C'est moi, que j'étais derrière, mais j'aime bien parce que ça me permet d'avoir de vrais feedbacks. Plus honnête. Les gens t'ont dit honnêtement ce qu'ils pensaient. Ouais. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit non, mais franchement, attends, là, ils vont un peu abusé quand Grave. même, etc. Yako, Qu'est-ce que t'en désolé. penses? Et quand je leur expose la situation, c'est-à-dire que je leur dis, écoute, toi, est-ce que tu savais ce qu'ils faisaient avant? À côté, ouais.
Est-ce que tu sais ce qu'ils font aujourd'hui? Oui, ils ont 3 produits, etc. Ben voilà, maintenant tu sais. Alors qu'avant. C'est le seul objectif. Exactement. Et c'est vrai que souvent les marques ont tendance à se focaliser, à avoir beaucoup trop d'objectifs, ils veulent faire passer plein de messages. Nous, notre seul objectif de cette campagne, c'était de savoir, on veut que les gens sachent ce que Anka propose. Et l'objectif, il est atteint. Aujourd'hui, les gens, quand on leur pose la question, ils savent et ils peuvent le dire. Ah oui, d'accord, donc si j'ai compris, il y a 3 services, c'est vrai que je ne le savais pas avant, etc. Et voilà, on ne cherchait pas forcément à faire... non, c'est même pas qu'on voulait que tout le monde le buzz. Ou le maxi buzz de l'année, non. On veut que les gens sachent une bonne fois pour toutes ce que Anka fait. Et avant, on pensait qu'Anka, c'était juste une marketplace. Exactement, ils ne savaient pas que c'était Anka. Ils pensaient que c'était Africrea. Anka, ils ne comprenaient pas trop. Ouais, Anka, ils disaient c'est quoi Anka. Voilà. Ils comprenaient pas bien et toute l'énergie des gens et la notoriété était vraiment que basée sur la marketplace et ce truc de oui, on peut acheter des vêtements venus d'Afrique. Voilà, c'était ça grosso modo. Et donc maintenant, ça y est, les gens voient qu'on a un service donc, de paiement, de shipping et enfin de marketplace. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un écosystème en tout cas complet pour moi et pourquoi aussi j'ai souhaité vous accompagner, c'est que en fait je me dis waouh, cet outil il existe. Et en fait, quand je parle avec mes clients, parce que j'ai accompagné quand même beaucoup de gens, c'est ça. On en parlera après, mais je fais de la formation. Je suis formatrice pour Meta depuis 2020. Ah, c'est vrai que j'ai oublié une autre casquette de Tricia. Tu vois, je vous dis qu'il y en a plein. Formatrice chez Meta depuis 2020. En Afrique, où j'ai pu intervenir sur différents pays. Et quand on interroge les entrepreneurs, il y a 3 grosses problématiques qui ressortent, et pour tous. Vas-y, dis-nous. Comment je fais pour adresser mon marché international or qu'on n'a pas accès aux moyens de paiement. Expédier, ça coûte trop cher. J'ai des demandes des États-Unis, j'ai des demandes de France, même du Sénégal, mais rien que pour envoyer sur un autre pays de la sous-région, ça coûte trop cher. On ne peut pas. Et aujourd'hui, quand j'entends que Anka, c'est 70% parfois en moins sur la facture de DHL. Exactement. Donc le système le plus sécurisé en termes d'envois internationaux. Je me dis, mais comment les entrepreneurs ne peuvent pas connaître ce service? C'est aussi pour ça que j'ai voulu accompagner Anka, c'est que c'est la solution de beaucoup de gens qui veulent faire grossir leur business, qui veulent s'étendre sur l'étranger et même dans la sous-région. Même dans la sous-région. Donc toi, tu l'entendais déjà quand tu étais dans les ateliers Méta. Donc tu voyais que les gens... Oui, c'est grosse problématique. Après, je n'avais pas forcément la solution. Bien sûr. Parce que c'est aussi récent. Que nous... ce que je Exactement. Parce qu'on ne faisait pas bien notre travail avant que Tricia arrive et qu'enfin on fasse du vrai marketing. C'est vrai que... Je ne comprenais pas bien ce que vous faisiez. Et quand je l'ai compris, je me dis non, mais c'est un truc que les gens doivent connaître. Parce que la problématique, elle est là. Elle est existante pour beaucoup de pays c'est intéressant. J'aurais cru qu'en formatrice Meta, les gens venaient te voir en disant mon plus gros problème, c'est que j'arrive pas à avoir des clients. Aussi, mais alors, bien sûr, quand ils ont une formatrice ou un expert, ils se disent bon, c'est le moment de poser un peu toutes mes petites questions, c'est ça. mes petites difficultés. Donc il y a pas mal de choses qui n'ont pas rien à voir avec notre scope, mais ils savent de par notre expérience qu'on a la compétence business, donc ils en profitent pour poser pas mal de questions et ces éléments-là reviennent. Après, bien sûr, j'ai aussi, de par ma page, comme je communique sur mon métier, beaucoup de gens qui m'écrivent en DM, qui me parlent de leurs problématiques. Voilà, Tricia_CR. Moi, ça m'intrigue un peu le lien que toi tu fais entre tous ces cas-là, parce que du coup, tu as été avec Couleur Concept, là tu accompagnes des business aussi variés que Atavola, que plein d'autres types de business, donc tu fais vraiment du retail, des gens qui font tout type de produits. Et qu'est-ce que tu vois en commun? Parce qu'un truc qui, moi, m'intéresse, je pense beaucoup pour les gens qui font des trucs un peu créatifs comme ça, c'est qu'est-ce que tu vois en commun qu'ils ont le plus de mal à faire d'un point de vue marketing? Genre vraiment, on dirait... parce que nous, de notre expérience, par exemple, dans le livre blanc, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, ils ne connaissent pas assez bien leurs clients. Ah oui, ça c'est un gros point. Ouais, je pense que moi, c'est souvent... Si on me pose la question, moi, je dis souvent... Pour moi, le fond du problème, il vient tout simplement sur, en fait, l'analyse. L'analyse, tu dis. Les gens créent du contenu comme ça pour créer du contenu. Qu'est-ce que mon voisin fait? Qu'est-ce qui a l'air d'être bien? Qu'est-ce qui est trending sur TikTok? Il y a cette musique en ce moment. Exactement. Ce qui n'est pas... Alors attention, c'est pas mauvais de suivre les trends. Au contraire, ça peut faire exploser un compte, une marque, etc.
On s'est démarqué, que ce soit pour Atavola ou que ce soit même pour Couleur Concept. On va toujours chercher en fait ce qu'on ne trouve pas sur notre marché. Pourquoi? Ça fait un effet de nouveauté. Bien sûr. Ça fait un effet où le client il se retrouve en fait dans le contenu. Exact. Il va plus s'engager, il aura envie d'acheter, etc. Mais pour ça, quand on le fait, après, il faut analyser. Oui. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça m'a rapporté des ventes? Et la problématique, c'est que quand on crée du contenu, dans un premier temps, effectivement, on va aller regarder pendant un mois, voilà, qu'est-ce qui a bien marché. Et après, on va le reprendre. Et ce que je constate, c'est que les gens n'analysent pas. Donc, ils font du contenu. Ah, il y a beaucoup de créations. Beaucoup de créations à la volée, comme on le sent. Et après, il n'y a pas d'analyse pour comprendre ce qui a marché et surtout pourquoi. Et quand on regarde pourquoi, on remarque souvent c'est que le client c'est mieux l'identifier. Et pour comprendre à quoi s'identifie ton client, il faut bien le connaître. Ah. C'est-à-dire ce ce contenu-là lui a fait plus écho parce que ça lui ressemblait plus. Peut-être que tu as fait, j'ai pas, une tendance où tu as mis POV et tu as reproduit 5 schémas que les clients, dans 5 situations que les clients rencontrent. Toujours, Et là, forcément, ils peuvent relate. Donc, ils se sentent concernés. Ils se disent, ah ouais, trop vrai. Ça crée un sentiment de trop vrai. Ça crée un sentiment, une émotion particulière. Parce que le marketing, c'est de l'émotion. C'est ce qui permet de vendre. Et par exemple, pour Atavola, je sais que la cliente m'a dit les clients, ils trouvent qu'on est entre guillemets, une boîte à bonne humeur. Donc, il y a un lien affectif qui se crée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas été créé par hasard. Oui, dès que Megan elle est venue me voir, elle m'a dit Tricia, moi, ma vision, c'est ça. Je veux qu'on soit une boîte vue comme un peu The Happiness, la boîte Cool Friend, etc. Mais pas cheap. Qui correspondent à notre cible CSP+, etc. On l'a marketé comme ça. D'accord, donc c'était dès le début intentionnel. Ouais, c'est totalement intentionnel. Voilà. Sa page, son contenu, il a été créé dans cette direction-là. Et après, en analysant, vous avez ajusté en plus. Ça marche. Et en analysant, on a vu que ça marchait. On a vu effectivement que le contenu qui fonctionnait le mieux, c'était son type de contenu. Alors attention, je vous vois déjà, n'allez pas copier en vous disant oui, comme elle a fait ça, ça marche. Non. C'est ça le problème. C'est qu'il y a toute une stratégie, des piliers et ce pourquoi on l'a fait, qu'on a tout simplement écrit en amont pour se dire où on veut aller, par rapport à où on veut aller. On a choisi cette stratégie-là et franchement, ça fonctionne. Et notamment, du fait que ce type de contenu fonctionne bien, aujourd'hui, c'est sur ce type de contenu qu'on va continuer. On a décidé on a testé un peu. Vous avez testé différentes choses et c'est ce qui fonctionne le mieux, qui nous rapproche le plus du consommateur, qui crée de l'engagement et qui donne cette petite sensation. Non, mais il faut trop que je teste. Ok. Donc une fois qu'ils ont testé, ils sont dans la map. Le produit, il est incroyable. Le SAV, il est incroyable. Il fait très très bien son job et gère très bien sa boîte. Donc la boucle, elle est bouclée et c'est ce qu'il faut que les entrepreneurs comprennent aussi, il n'y a pas que l'acquisition. Oui, parce que quand les gens viennent voir le marketing, ils ne voient même pas le produit derrière. Ils pensent qu'il faut que les gens soient venus. Exactement. Quand ils viennent, on les attrape avec le bon produit. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient satisfaits par l'expérience. Et à ce moment-là, on va créer du contenu qui va les faire retourner dans l'entonnoir pour revenir. Pour revenir et continuer et en parler. Et en parler. Donc, on a ce tunnel d'acquisition qui grossit, ces nouveaux clients qui s'ajoutent. On a ces anciens clients qui rachètent. Et c'est ce qui fait que votre entreprise va grossir. Et qu'au final, on est parti d'un petit pipe de 1000 abonnés, peut-être 20 clients par jour, à beaucoup de clients par jour. Et un très, très beau CA en même pas 6 mois pour cette entreprise. Pour Atavola. Amen. Non, mais c'est un très très bon exemple que tu donnes là parce que du coup, oui, c'est vrai que quand les gens viennent te voir, même les formatrices méta, etc., ce qu'ils ont en tête, c'est beaucoup l'acquisition. Oui, c'est ça. Comment je peux avoir de nouveaux clients. De nouveaux clients, de nouveaux abonnés, voilà. Mais c'est intéressant parce que du coup, toi, au final, tu as fait tous ces business-là. Et puis bon, je suis obligé quand même de lâcher pour les gens qui nous écoutent. Avant, tu travaillais en plus chez le mastodonte LVMH. Ouais. Pendant 4 ans, c'est là où j'ai fait mes armes. C'est là où t'es formé, quoi. C'est ça, on m'a bien formé, bien coaché. Pour le coup, ce qui est cool dans les grands groupes, c'est que y a des gros investissements sur les équipes marketing, la formation. J'étais en contact tout le temps avec les Instagram, Facebook. Avec eux-mêmes en direct. Voilà. Le groupe LVMH, on avait de très grosses conférences, on avait des accès privilégiés pour avoir les nouveautés, qu'est-ce qui fonctionne,
Donc pour moi, ça a été une très très belle formation d'avoir été dans ce groupe-là. Forcément, on a des gros budgets aussi, donc on peut tester pas mal. Alors, des gros et des petits, ça dépend comment on voit les choses, mais on peut tester pas mal de choses. Donc oui, pendant 4 ans et demi, j'ai fait mes armes juste avant de venir en Côte d'Ivoire dans ce groupe-là, à différents postes. Et souvent, on me demande, mais pourquoi tu dis que tu fais de la stratégie ? Aujourd'hui, je peux me permettre de faire de la stratégie parce qu'en fait, j'ai vu plusieurs tu as exécuté avant métiers qui font la stratégie. C'est quoi tout simplement? C'est quel canal on va utiliser pour faire de l'acquisition, de la conversion et de la fidélisation. Il n'y a pas qu'une seule plateforme digitale, c'est tout un écosystème. Il y a les sites web, il y a le référencement, il y a la connexion digitale, il y a les médias digitaux, il y a les ads sur Google, Facebook. Et moi, j'ai fait un peu de tout ça. Donc tu as fait tout ça, tu as fait influencing, tu as fait un peu de... J'ai fait du CRM, j'ai fait de la stratégie emailing, j'ai fait beaucoup de social media, j'ai fait beaucoup d'ads où j'ai géré des budgets d'un bon volume, 2000, 3000 euros par mois. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir cette vision globale. En fait, je sais comment chaque canal fonctionne et comment l'optimiser et pourquoi il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Donc je fais pas que des social media. Aujourd'hui, pourquoi c'est le canal que j'utilise le plus pour mes clients? Parce que c'est le plus accessible. C'est-à-dire qu'avec 0 € tu peux y aller. C'est vrai. Si tu fais beaucoup de contenu, tu peux grossir organiquement et te faire de l'argent avec zéro dépense. Je sais pas si les gens se rendent compte. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que faire du contenu par contre c'est coûteux? Parce que moi mon problème c'est que j'ai plus le problème opposé. J'ai beaucoup de marques aujourd'hui que nous on rencontre qui en fait lancent une collection, font des shootings. Donc, ça peut être de la beauté, ce que tu veux, de la bouffe. Ils te font une fois du contenu. Et après, on les voit plus pendant 1 an. Et ils postent une fois tous les mois, genre 1 ou 2 trucs. Warning, voilà. Et eux, ils disent que c'est compliqué de faire du contenu. Et que c'est coûteux. Donc, qu'est-ce que toi, tu dirais à ça? Parce que non, mais c'est une vraie question. Tu sais ce que je veux dire? Oui et non. Pour moi, quand on crée une boîte, la majorité des entrepreneurs sont trop focus sur leurs produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une boîte, c'est tout un écosystème. Quand tu crées une boîte, tu vas devoir faire ta comptabilité, tu vas devoir faire ta com, tu vas devoir avoir des packaging, tu vas devoir avoir des vendeurs. Et quand tu calcules ton budget, tu prends toutes ces charges. Tu vas avoir un local, tu vas payer des factures, donc tu prends toutes ces charges en considération et tu fais ton investissement en considération. L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le budget com. Si c'est budgétisé dès le départ, comme tu as budgétisé les matières premières dont tu auras besoin pour faire ton produit ou les équipements dont tu as besoin pour mettre en place ton service, et ben techniquement, il n'y a pas de problème. Sauf que ça vient dans la fin de la chaîne et les gens se disent non, j'ai pas de budget. Mais ils font une grave erreur parce qu'ils doivent le prendre en compte dans leur budget. Donc dès le début. Oui, dès le début. Donc forcément, ça arrive un peu comme ça en se disant voilà, moi je peux que faire moi-même, mais le faire toi-même aujourd'hui, le niveau de qualité de contenu qu'il y a chez la majorité des marques et la majorité des marchés aujourd'hui, tu rentres en concurrence avec tous les marchés qui savent faire du bon contenu, peu importe le pays. Donc quand on voit ton contenu, je suis désolée, qui est basique. Oh, on est bien, la naze, oui. Basique, et les gens ils vont pas s'intéresser. Aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention. Sur Instagram, sur TikTok, etc., c'est la guerre de l'attention. Et c'est là que intervient ce mot, ça coûte cher. J'ai une philosophie, c'est que il te faut 2 choses. En fait, c'est soit tu as l'argent, soit tu as la compétence. Si tu n'as pas la compétence, il te faut l'argent pour aller chercher des gens compétents pour le faire pour toi. Et forcément, ça fait augmenter ton budget. Exactement. Et c'est un choix à faire. Tu peux te former, prendre plus de temps. Et exécuter, et t'entraîner jusqu'à devenir compétent. Experte et devenir compétent sur ce sujet-là, en sachant que tu as 10 000 autres métiers à gérer dans ta boîte, parce que généralement, tu es seul ou avoir très peu de gens avec toi. Ou sinon, tu prends quelqu'un et là, effectivement, il faut avoir un budget. Et après, l'autre niveau encore, c'est quand tu t'y connais pas sur tout ce qui est digital. Le bon contenu à faire, tu vas devoir faire appel à un expert et les lignes peuvent s'ajouter, ça peut devenir cher. Mais par contre, c'est primordial parce qu'avoir le bon produit, être la seule à le savoir, ça marche pas. En fait, les deux sont très liés. Il te faut le bon produit et il faut que ce produit soit visible. Oui, et ça sert à rien non plus de rendre visible un produit qui est pas terrible. Parce qu'au final, c'est remplir un seau percé. C'est les deux composantes indispensables. C'est super intéressant ce que tu dirais. Tu vois, moi, j'aurais même compris. Toi, tu as dit il y a l'argent, compétence. Moi, j'aime bien rajouter il y a l'énergie. Ah oui, quelle énergie t'es prêt à mettre là-dedans? Oui, c'est le 3e pilier. C'est le 3e pilier. Parce qu'en fait, pour que ça marche. Il y a des gens qui ont la compétence. Par exemple, moi je dis en toute transparence et honnêteté, il y a des sujets que je sais faire,
mais j'ai pas le temps pour le faire, donc j'accepte de le déléguer. Ouais. Typiquement, ça me gênerait pas de prendre quelqu'un pour faire mon SEM sur ma page personnelle si je souhaite la développer. Exactement. Je sais faire de l'emailing, mais quand je fais de l'emailing, l'année dernière, j'ai lancé une formation. Oui. C'est une fille qui m'a géré mes emailing, elle me l'a délégué. Alors bien sûr, j'ai pu plus facilement vérifier si c'était bien fait. Et parce que tu as la compétence pour la challenge. Mais tu n'as pas l'énergie et le temps pour pas l'énergie et le temps pour ça, parce que j'avais des clients à côté. Donc il fallait forcément que tu choisis que je délègue et je choisis où j'allais mettre mon énergie. Et mon énergie, j'ai décidé de la mettre sur la qualité de mes formations et voilà, les sujets que j'allais aborder. Parfait, une transition magnifique vers une autre casquette maintenant. Tu peux enlever la casquette méta. Les formations que tu vends, Tricia. Alors, je ne suis pas une formatrice. Alors, tout de suite les bonnes choses. C'est pas mon business principal, parce que moi, mon business principal, c'est vraiment l'accompagnement. Bien sûr. Et aujourd'hui, je le fais sur une partie à distance et une partie en physique avec mes clients qui sont présents en Côte d'Ivoire. Mais j'ai développé effectivement un pilier qui représente peut-être 20% de mon business, où là, je fais des produits digitaux. Ah, les fameux produits digitaux. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode avec Angie, vous pouvez regarder, on en a bien expliqué c'est quoi. Donc maintenant, vas-y. Mais c'est une compétence bien particulière, c'est pour ça qu'Angie existe, elle s'est spécialisée là-dessus. Exactement. Elle ne fait que ça, mais moi je fais pas que ça. Exactement. Mais l'année dernière, j'ai lancé un programme. Effectivement, je l'ai vendu qu'en ligne. Donc j'avais des gens qui venaient d'un peu partout. Ok. C'était quel programme? Dis-nous un peu plus. Alors ça s'appelait Ambition Digitale et ça a aidé les entrepreneurs à mettre en place leur stratégie digitale en toute autonomie. Super. Quel canal choisir, comment je communique, comment je crée du contenu. Ouais. Et tu avais mis des ressources en plus, j'avais vu. Ouais, et il y avait aussi une masterclass d'experts à chaque fois. Donc on avait Mindset, on avait des experts de la création de contenu, on avait des sujets de story, on avait plein de choses comme ça. Autour, donc ça durait 6 mois. Pourquoi j'avais choisi 6 mois? Parce que je voulais qu'en fait chaque mois elle puisse bien implémenter chacune des étapes et qu'elles aient le temps et que j'entende pas non mais j'ai pas le temps de le faire, etc. Et j'ai choisi un format un peu classe école pour pouvoir être là derrière elle. Je voulais pas qu'elle soit en autonomie devant des vidéos. C'est bien. Quand tu dis elle, il y a quand même un gaillard ou que des dames? Que des femmes. Allez là. J'avais communiqué vraiment sur cet aspect féminin et voilà. Et là où c'est beau aussi les produits digitaux, c'est que alors c'était la première fois que je faisais un produit digital. Et honnêtement, la communication en mode usine à gaz que j'avais prévu, c'est pas vraiment ce que j'ai fait. Ah, donc t'as pas pu communiquer autant que tu voulais. Voilà, mais j'ai quand même bien communiqué. Comment j'ai su que ça fonctionnait? Alors j'ai pas fait de pub, c'était qu'en organique. Très bien. Comment j'ai su que ça fonctionnait, c'est que quand j'allais dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtaient et qui me disaient à des dîners d'amis et tout, je te connais, je te suis sur Instagram, tu lances un programme en ce moment. Oui, donc les gens voyaient quand même. Voilà. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, des amis envoyaient à d'autres amis, etc. Et leur recommandant en disant, tu devrais faire, c'est ça, exactement. Très bien ça, ouais. Donc vraiment, c'était l'adéquation que... Oula, il y avait un truc. Et voilà, donc en gros, j'ai fait 3-4 posts. Bien. Et j'ai fait des stories. En story, j'ai communiqué peut-être 4 à 5 fois, donc ça a duré à peu près, on va dire, si je condense le tout, parce que j'ai beaucoup étalé, j'ai étalé sur 10 jours, mais j'ai pas du tout posté tous les jours, j'ai fait 3-4 posts. Et grâce à ces 3-4 posts, j'ai généré à peu près 10 000 €. En 3-4 posts, mais parce qu'il y avait une stratégie qui faisait que le produit était vraiment adapté. 10 000 €, beau. Voilà. Et j'avais la conviction que je ne relançais personne. Donc si j'avais fait des relances, j'avais fait mon travail de commercial, je pense que ça allait faire plus. Parce que tu avais des gens aussi qui ont abandonné en cours de route, évidemment. Il y avait des gens qui me posaient des questions et moi j'ai juste décidé que je ne voulais pas convaincre les gens. Je voulais que les gens soient décidés à aller dans le programme, motivés, parce que je voulais que des gens motivés à passer à l'action. Super. Et sûrs. Donc quand les gens me disent j'hésite, je sais que je pouvais les convaincre. Et que si je faisais ce travail... Si tu faisais ce travail de commercial derrière... j'allais... closer encore plus. Closer plein. Mazel tov. Oui, il y a aussi des gens
J'ai peut-être oublié de résencer, j'ai reçu une vague de DM, donc même il y a des gens, je pense que ça fait exprès, j'ai pas dû leur répondre. Désolée, ça arrive, il y a faux, il y a quoi. C'est une période où c'est là d'ailleurs à ce moment-là où j'ai eu une explosion aussi de mes demandes et j'ai fait un peu un burn-out digital parce qu'il y avait aussi des gens qui voulaient dans le programme. Après il y avait tous les gens qui avaient arrêté la période du programme qui voulaient s'inscrire mais c'était trop tard, le programme était lancé. Ouais. Et du coup ça m'a généré des leads qui voulaient venir en accompagnement après. Ouais. Et ouais, c'est vraiment au moment où j'ai un peu explosé en faisant vraiment quelques posts quoi. J'ai été régulière sur un mois et pareil, j'ai doublé mon nombre d'abonnés en même pas juste en ce mois-là. J'ai disparu depuis. Donc alors comment dit ça, j'ai disparu depuis. Si en un mois j'ai doublé mon nombre d'abonnés sans avoir à publier tous les jours, ah oui, j'ai pas du tout publié tous les jours. Hein. Ouais, tu pouvais en fait. J'avais 1 à 2 posts par semaine. C'est beau. Voilà. C'est beau. Et le CA que ça m'a généré des leads, c'est-à-dire que pendant 6 mois, je recevais 4 à 5 demandes par jour. Waouh. De gens qui veulent travailler avec moi. Et j'en reçois toujours, sans poster. Sans poster, rien du tout, ouais. Non, mais c'est une belle démonstration du pouvoir quand on a une stratégie digitale de haut niveau. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand même, pour la petite histoire, tu as quand même utilisé un petit peu Ankapay quand même. Ouais, j'ai utilisé... Parce que ce produit digital, il fallait faire payer le peuple. C'est ça. Bah, j'ai utilisé Ankapay récemment. Là, j'ai lancé un deuxième petit produit. Où c'était un produit pour pouvoir... préparer son année 2024, comment structurer ses objectifs, sa vision, etc. Et après, tout lancer. Donc, pas que business, hein, mais aussi, c'était aussi personnel. Ouais. Et là, encore une fois, j'ai toute une cible. D'accord. De par... forcément, c'est une cible followé, business, donc on a besoin de fitter un peu ses objectifs. Et là, j'ai utilisé Anka. Donc, j'avais la page de paiement Anka. J'avais juste à mettre un lien ou balancer le lien et les gens pouvaient payer. Mais tu avais fait comment avant, du coup? Et pourquoi là, tu as pu utiliser Ankapay pour voir un peu ce que tu as... Alors, avant, j'ai utilisé Stripe. Mais la problématique d'utiliser Stripe, c'est qu'en fait, c'est en France. Et j'ai carrément dû lancer ma boîte en France, ce que je ne voulais pas faire, pour pouvoir en fait... pouvoir utiliser Stripe et pour pouvoir utiliser... Heureusement, j'ai les 2 pieds, j'ai un pied à terre, j'ai la possibilité aussi d'être en France. Parce que je suis française et j'ai pas mal aussi d'activités aussi, j'ai des clients en France. D'accord. Donc, donc tu as pu utiliser la boîte pour ça. J'ai pu utiliser la boîte pour ça. Pour pouvoir déclarer ses revenus Stripe là-bas. Mais après, en fait, sans ça, je ne pouvais pas avoir de paiement à distance. Ah oui, effectivement. Et l'année suivante, je me suis dit, bon, avoir ce truc de mouvement en plus. Là-bas, de mouvement en France, bien sûr, ça arrive sur un compte français, etc. Enfin, je voulais plus. Il y a quand même un poids administratif non négligeable à devoir... avoir, même si tu fais un produit digital, si tu veux vendre à des gens qui sont plus en diaspora. Oui, administratif, imposition, etc. Et dans certains pays, ils te resteraient après avoir fait. C'est ça. La France, c'est pas facile le registre. Et même c'est parce que je suis française, mais pour tous ceux qui sont pas françaises, c'est pas une option. Ou qui ont plus de pied à terre et qui ont rien de déclaré en France. Là-bas en France et qui ont totalement coupé, ils peuvent pas. Donc moi, ma boîte elle est basée ici. J'ai ouvert une entreprise en Côte d'Ivoire, donc je veux gérer que ça. C'est déjà aussi lourd administrativement. C'est déjà du boulot. Amen. Donc la compta, etc. Donc j'ai dit cette année stop, c'est bon, je vois avec Anka. Et oui, ça me permet de recevoir régulièrement des paiements. J'ai mon lien de paiement là d'ailleurs il y a pas longtemps j'ai eu il y a une fille qui je vois une vente alors que j'ai enlevé le lien, elle me dit oui mais j'ai trouvé vos liens dans votre story et tout donc j'ai acheté le produit alors que je communique plus dessus. J'ai dit ah bon vous avez trouvé le lien comment et elle m'a dit ça, j'ai dit ah oui, j'ai dit non mais attendez je vais reprendre, je vais refaire un lancement et vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir, elle me dit pas de soucis, je suis patiente et tout. Non mais c'est bien ça. Pour vous dire que voilà même sans en parler les gens continuent à payer. C'est ça, les gens continuent à payer et j'ai rien eu à faire, c'est trop cool de pouvoir voir sa petite vente en cas, vous avez une nouvelle vente et tout se passe tout se passe bien, ils sont plus payés en ligne, ils peuvent aussi ils peuvent payer par carte bleue, ils peuvent payer par Orange Money. Je crois qu'il y en a qui ont payé via d'autres moyens. Tu peux faire MTN, après ça dépend. En théorie, les gens pourraient payer par M-Pesa, par un truc, mais bon, t'as pas de cliente au Nigeria encore, ni au Kenya, c'est pas encore arrivé. Mais c'est top parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de ventes finalement qui se passent par en DM. En DM, sur Insta directement. Donc c'est cool d'avoir directement accès à la page de paiement et pas de passer par des pages de vente avec plein de niveaux de détails. Pour pouvoir acheter. Les gens sont prêts à acheter, tu leur envoies le lien et hop. Mais c'est intéressant du coup. Est-ce que toi maintenant du coup tu recommandes, parce que aussi tu m'as dit que tu recommandais pas mal ça à pas mal de monde, parce que tu voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient te voir
produits digitaux et de se faire payer aussi. C'est ça. Parce qu'on a parlé du shipping. Ça, c'est vrai que le coût, on peut vraiment aider avec un cas shipping à faire vraiment plus simple. Mais sur le paiement aussi, il y a cette histoire de gens qui, en fait, PayPal ne marche pas en Afrique. Ouais, PayPal ne marche pas. Et moi, j'étais très étonnée quand je suis venue, parce que j'avais aussi des clientes en France. Ils me disaient, je te fais un PayPal. Je dis non, PayPal, c'est bloqué. Oui, en fait, ce qui m'a servi de leçon, c'est qu'un jour, on m'a envoyé de l'argent via PayPal et mon argent est resté bloqué là-bas parce que j'avais plus accès à mon compte, je pouvais plus sortir. Ah oui, c'est vrai qu'en plus PayPal, même si tu l'ouvres, à un moment ils peuvent bloquer ton compte si t'as pas justifié. Bloque mon compte, exactement. Et par contre, moi j'avais mes justifications. J'avais envoyé mon il demandait des factures, etc. Donc j'ai envoyé. Mais les gars, ils faisaient que me demander de nouveaux papiers. Au bout d'un moment, ils ont juste bloqué. Ok. C'était des niveaux, fallait les contacter en France et tout. Oui, il fallait appeler, envoyer tel truc, nanana. Je laisse tomber. Donc tu as laissé ton oseille là-bas. Ouais, 200 €, 300, je sais plus. Et finalement, je me suis dit, écoute, tant pis, il faut que je trouve une autre solution, quoi. Ouais. J'ai été voir les banques. Oui, on a un système, mais ça marche pas toujours. J'ai été voir l'acteur principal du paiement en ligne. Non, mais eux, faut surtout pas y aller. Ça marche pas trop. Je donne pas de nom. Hein. Ça marche pas, mais ils ont des problèmes. De toute façon, le site fonctionne plus. Je crois qu'on peut plus utiliser. J'ai fait le tour des banques, de tous les acteurs, et en fait, j'avais pas de solution pour le paiement en ligne. Donc, quand Moula, il m'a dit, Matricia, mais utilise Anka et tout. C'est ça. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Je t'ai dit, tu sais, il y a Anka Pay. C'est le truc qu'on essaie d'expliquer aux gens. Personne ne comprend. J'étais un peu sceptique. Tu t'es dit, c'est pas Africréa, quoi. Après, je me dis, bon, je vais tester. Et j'ai testé. Voilà, maintenant, je n'utilise que ça. Et franchement. Merci. Et puis, un truc qu'on dise aux gens, les gens peuvent te payer avec PayPal sur Anka Pay. Ouais, et il y en a qui ont utilisé PayPal. Exactement. C'est aussi un truc qui est important, c'est qu'il y aura des situations où vos clients à l'étranger, pour être sécurisés, vont vouloir payer avec PayPal. Parce que c'est vrai, hein, il faut se rendre compte, surtout aux États-Unis, il y a des gens qui sont plus à l'aise de payer avec PayPal parce qu'ils se disent, s'il y a un problème, je sais à qui parler. Et donc, du coup, ils peuvent utiliser PayPal pour te payer sur Anka Pay. Et c'est clairement une sécurité de paiement pour les gens, de se dire, soit je paye par carte bleue ou soit je paye avec PayPal. Pourquoi ? Parce que PayPal, en gros, je peux me faire rembourser s'il y a un problème. S'il y a un problème. Pas mon produit ou mon service. Exactement. Et voilà, et ça pour tout consommateur étranger, quand on souhaite vendre à l'international, peu importe que ce soit des produits ou services, ça marche et c'est super... c'est important. Important, et même les liens de paiement, mais je sais que j'ai des clients qui utilisent aussi les liens de paiement. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, tout ce qu'on appelle un peu social commerce, c'est vachement développé. En fait, les gens, ils n'arrivent pas à aller sur des sites internet. Moi, j'ai tendance à dire, les sites internet, c'est pour les marchés occidentaux, et pour les marchés africains, il faut trouver des solutions pour ce messaging, Alors, le problème de dire, oui, je vous fais c'est quoi, transfert, aller en boutique et chercher. Il y a un autre acteur, je sais plus. Alors, tu as Western Union, tu as les gens qui te disent ils peuvent te faire des. Comment ils s'appellent ? Pas WeTransfer. Non. Excusez-moi. Pas WeTransfer. Western Union. Western Union. Après, tu as des gens qui vont dire MoneyGram, il y a des trucs. Ça, mais toujours se déplacer dans les boutiques et en fait. Et en plus, tu perds du temps à vérifier que c'est bien reçu, que chacun dise. Et les clients, ils détestent l'expérience parce que c'est trop compliqué, c'est trop long. Et en fait, finalement, une fois sur deux, on perd la vente. Parce que le client, il a la flemme. Et ou le client, il n'aime pas la logistique. La logistique est trop compliquée. Il dit, je vous reviens, il ne revient pas. C'est ça. Et moi, je pense que c'est le pire. Quand tu fais des paiements par Western Union, t'envoies à quelqu'un qui envoie à quelqu'un qui fait ça, c'est que ce client-là, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'en plus, même si tu le fais payer ce jour-là, parce qu'il est engagé, parce qu'il ne veut pas lâcher, tu le revois plus. Ouais, non. C'est trop compliqué. Ou pire, si quelqu'un voit le produit avec lui. C'est moi ce qui me fait le plus mal. C'est quelqu'un va voir le produit avec lui. Il va dire, ah oui, j'aime bien ce produit, où est-ce que tu peux l'acheter ? Ah non, mais c'était une galère. Je ne recommande pas, c'était galère, Tu vois ça ? En fait, l'entrepreneur ne le saura jamais. Il le saura jamais. Parce qu'en fait, il a juste mal parlé de vous et à plusieurs de ses amis. Oui. Vous ne saurez pas. Et c'est ce que je pense souvent, je l'explique aux gens. Les gens, tu sais, souvent, on a une discussion quand on parle de paiement et de simplicité de paiement et de process. Les gens me disent, ouais, mais ça coûte. Je dis, mais en fait, tu ne te rends pas compte ce que tu perds de l'autre côté. Ouais, en fait, tu maximises ton expérience client. Tu crées une expérience client simple. Et quand tu vois un produit, et c'est ça aussi que j'ai souvent tendance à dire, et c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui ont un e-commerce et ne répondent pas rapidement à un client qui leur demande je veux tel produit, c'est qu'en fait, et qui en ont besoin, parce qu'après il y a des gens qui n'ont pas besoin de vendre. Exactement, si ça marche comme tel, on va pas dire. Pour toi c'est bon, mais quand ça marche pas et que tu te demandes pourquoi ça marche pas, réponds-moi aux gens qui viennent demander ton produit, et là c'est la même chose, il faut être réactif. Et ce système de lien de paiement vous permet d'être réactif, c'est-à-dire qu'au moment où il a demandé, le lien de paiement est créé,
on envoie, le paiement est fait et c'est bon, la vente, le produit ou le service peut être fait. Et il n'y a pas 4 messages pour savoir si le paiement est arrivé, si non, mais je comprends pas, mais quel est le code pour retirer l'argent? C'est simple. L'expérience, elle est facilitée. Moins il y a d'étapes pour le client pour avoir son produit, plus il se dit, mais en plus c'était super simple, rapide, plus il te recommande. C'est top. Plus il te recommande et il va repasser commande aussi une prochaine fois. C'est tout ce qu'on appelle l'expérience client, qui est souvent négligé par ici. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de social commerce. Et c'est ce que moi je trouve qui est négligé, c'est qu'il n'y a pas encore... Nous, c'est l'une de nos convictions, c'est que le social commerce a du sens, surtout quand tu veux exporter, parce que souvent c'est là où tu acquiers le client. La discovery se fait souvent sur les réseaux sociaux. Mais après, la conversion et l'expérience derrière est tellement dégueulasse que tu perds le client. Tu as dit les termes. Exactement, les gens après ne veulent plus revenir. Alors que toi, ton job, c'est de créer un business. C'est pas de vendre one-off à chaque personne qui a liké une pub, qui a aimé un produit. Et souvent, les gens sous-estiment leur expérience client parce que ce que tu dis là, même toi, de ce que tu décris, tu sais que tu as vendu un programme, mais les gens après vont revenir. Quand tu as commencé avec un produit, tu veux créer un business. Et souvent, les gens oublient la répétabilité là-dedans. Exactement. Et c'est comme ça qu'on construit un business périn. Parce qu'il faut pouvoir en fait leur faire acheter d'autres produits. Si en fait après tu n'as plus rien à vendre, en fait tu es tout le temps à la quête d'acquisition de nouveaux clients. Tout le temps. Et ça coûte plus cher. Bah oui, ça coûte très cher l'acquisition. Très cher. L'acquisition coûte beaucoup plus cher que 10 fois plus cher que de fidéliser un client que tu as déjà parce qu'il connaît le produit. Aller chercher de nouveaux clients, c'est compliqué et ça peut pas se faire à l'infini aussi. Ça, sans compter que l'ancien client, l'ancien client en plus te ramène des clients. Moi, ce que j'aime bien rappeler aux gens, que quand tu vends un service, c'est pas le paiement qui est la fin de ton service. C'est parce qu'il a payé que c'est fini. Ça, si tu veux construire un business, il faut qu'une fois que le service soit délivré, la personne soit satisfaite, et qu'elle puisse recommander. Parce que des fois, on peut dire j'aime bien cet habit, mais je recommanderais pas. C'était une galère. En fait, c'était telle galère d'acheter que je serais pas... Et c'est terrible, hein, c'est terrible, parce que même moi, vraiment, il y a des fois, il y a des gens, j'aime bien leurs produits, mais quelqu'un me demande, est-ce que je peux acheter là-bas? Je fais, bon, c'est un peu compliqué, mais tu vois, même quand tu veux être de bonne volonté, tu es obligé de te détruire, et je pense que c'est un des trucs que je pense qui comme tu dis, tu as dit, le marketing, c'est vraiment un funnel. Et les gens ont tendance à s'arrêter à... C'est bon, c'est vendu, c'est fini. C'est fini. Hop, on a fait... Après... C'est ça, la vision business, il faut vraiment l'avoir et tout le monde aussi n'a pas la vision business. Moi, il y a quelqu'un qui a osé me dire, lorsque j'étais insatisfaite dans un service et que je lui ai fait remarquer, elle m'a dit, bon, de toute façon, moi, mon objectif, c'est pas que tous les clients reviennent. Hein. Quelqu'un a dit ça? C'est pas un peu que tous les clients reviennent? Ouais, c'est pas l'objectif, voilà. Mais fait quel type de business? Genre, je sais pas, c'est quoi? La coiffure. Oh, alors que c'est le... Moi. Non, mais et c'est intéressant que tu dis ça parce que je pense que c'est des feedbacks qu'un entrepreneur entende, ils se défendent. Mais tout à l'heure, quand tu parlais d'analyse, je pense que c'est dommage qu'ils n'aient pas forcément le recul, quelqu'un leur dise. Après, que sûrement, ils ne regardent pas leurs chiffres. Parce que s'ils regardaient leurs chiffres et se rendaient compte que. Tous les clients qui viennent disparaissent et ne reviennent pas. C'est problématique. Et j'avais eu aussi le cas pour une cliente, une de mes premières clientes qui me disait. Elle me disait, ah, mais je comprends pas les chiffres et tout, machin. J'ai dit, est-ce que tu as mis la tête dans tes chiffres? Elle me disait, non. 6 mois plus tard, elle dit, bon, on s'est posé sur les chiffres, on a regardé. J'ai dit, quel est le bilan? Le bilan, c'est qu'effectivement, on voit qu'on a plein de nouveaux clients, mais le chiffre ne augmente pas. Ah. Elle me dit, les clients ne reviennent pas. Sérieux? Et ça, elle l'a vu après regarder les chiffres? Oui, elle l'a vu après avoir regardé les chiffres. Donc, elle se battait pour ramener des nouveaux clients. Et ça marchait. Oui, ça marchait. C'est-à-dire tu peux avoir une bonne acquisition, c'est ça, exactement. Mais tu as un mauvais business. business. Elle ne fidélise pas parce qu'elle avait plein de problèmes sur, lorsque le produit arrivait. Wow. C'était de la restauration. Il y avait toujours un souci. Les clients adoraient sa nourriture, mais l'expérience, il y avait trop de problèmes sur l'expérience. C'est incroyable. Donc ton produit même peut être bon. L'acquisition faisait comme ça, et la fidélisation, ça faisait comme ça. Et du coup, les gens rentrent là-dedans, ils sortent. Ça descend, ça sort. Et ça remonte pas. Et le chiffre n'augmente pas, ça stagne. Donc du coup, forcément, après, ça devient compliqué. Et puis quand les gens ont une mauvaise expérience, ils en parlent à 10 personnes. Hein, et c'est ça qui, moi, je pense, c'est le terrible, c'est que même ton acquisition, là, elle va être de plus en plus dure parce qu'en fait, tu as l'effet négatif de tous ceux qui vont en parler autour. Et vraiment, je le dis souvent aux gens, et c'est aussi un truc sur lequel je voulais vraiment te remercier, c'est que aussi, il faut faire attention à solliciter le feedback des gens. Parce que même toi, ton produit,
Par exemple, nous, en Capay, clairement, il y a encore plein de choses que je pense qu'on doit améliorer. Et je le dis tout le temps aux gens. Mais ça demande de l'effort que les gens te fassent le feedback même. Ouais. Il faut aller le chercher, il ne faut pas avoir peur. Ouais. Parfois, ça fait mal, hein, c'est clair. Non, mais en plus, c'est encore heureux que ça te fasse mal. Oui. Mais c'est un mal pour un bien. Oui, et il faut non seulement le chercher, et il faut... Moi, ce que j'aime bien faire, j'essaye de revenir aux gens en disant, tu sais, ça marchait pas, maintenant, la corriger, réessaye. Ouais. Même si les gens ne réessaieront pas, peut-être qu'à la limite, au moins, la prochaine fois que quelqu'un viendra, il leur dira pas, non mais ça, il y avait un problème. Il dira peut-être, ils m'ont dit qu'ils ont résolu. Ça a changé, exactement. Au moins, tu essayes de ne pas détruire ton acquisition future. Ouais. Et ça, c'est un truc, je pense, qui manque à beaucoup de business. Et ce qui me tue dans les produits, sûrement, comme tu dis, créatifs, dans le service, c'est que c'est en plus des trucs où c'est encore plus important. Pourquoi ? Parce que, comme je dis souvent, vous ne vendez pas des frigos. Et c'est pas quelque chose. Voilà. En fait. C'est pas indispensable à la fin de la journée. C'est pas un besoin primaire. Donc, exactement. À la fin de la journée, la personne peut juste dire oh flemme. Ouais, j'ai pas envie. Voilà. Et rien ne va se passer. Donc nous, l'expérience est infiniment plus importante. Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un qui voulait acheter une crème peut acheter une crème basique sur Amazon. Quelqu'un qui voulait acheter un vêtement, ou peut juste prendre le truc qui passe là. Et bien souvent, ce produit-là, chez les créatifs, est plus cher. Bien sûr. Qu'est-ce qui justifie en fait ce prix ? Il te faut une bonne expérience si tu veux lui faire payer plus cher. Exactement. Et ce que je dis souvent, c'est vrai, c'est que dans les produits, autant les produits digitaux que les produits créatifs, ils ont ce truc en commun de... C'est d'ailleurs l'expérience, je pense, qui fait l'essentiel de la valeur au final. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'au final, à la fin de la journée, la personne à qui tu vends n'a pas un besoin impératif ni de se consommer ce bien, ni ce service, et surtout pas de le faire avec toi. Ouais, c'est clair. Surtout pas avec toi. Il y a quand même, et comme tu dis, une guerre de l'attention totale. Même si la personne veut, ça se trouve le lendemain, il va voir un autre truc. Ouais. Ah bah ça a l'air oublié aussi bien. Allez, bye. Allez hop. Ouais, c'est ça. Allez hop. Donc c'est vrai que la différenciation souvent que les gens essayent d'accomplir par le prix. Ouais. Parce que c'est souvent moi je dis à tous mes clients, ne faites pas de différenciation par le prix. Intéressant. Arrêtez d'être toujours la moins chère. Le moins cher. Il y aura toujours moins cher. Et ça, c'est les gens chercheront toujours à faire le moins cher. Oui. Quand on regarde les Shein, on regarde les Temu. Temu, c'est ça ? Temu qui est en train de savater Amazon à grands coups de sabots. Il y a encore des gens qui pourront faire plus cher qu'eux. Apparemment, ils sont même pas rentables, mais je pense qu'ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie long terme. Moins cher. Donc l'objectif de faire le moins cher, non, maximiser votre expérience, parce que la réalité, c'est que en fait, pour ce prix-là, les gens vont aimer le confort d'une belle expérience. Et c'est pour ça que le luxe existe. Exact. Parce qu'en fait, finalement, le luxe, 10 000 € que vous payez pour un sac ou pour un vêtement, ça ne coûte pas 10 000 € à l'entreprise, ni 5 000. Souvent, ça leur coûte même pas 200, 300 €. Ouais. Mais elles vous le revendent à un prix extrême. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'expérience qui va avec. Alors bien sûr, après, il y a tout ce qui est les besoins psychologiques. Hein. Mais voilà, si l'expérience est liée, les gens sont prêts à payer plus cher. Et c'est vraiment important que les gens comprennent que vraiment, en fait, dans les produits créatifs, dans les produits que tu exportes, en plus, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu. Là, l'expérience n'est même plus un premium. Ça devient un indispensable. C'est la base pour que la personne rachète. Ouais. Et le chemin, il est très sensible. Hein. C'est ça. C'est qu'à tout moment, ça peut partir. Ouais, ça peut partir. Et on peut se dire, j'ai commandé, mais je ne recommanderai plus parce que voilà, il y a eu un petit couac dans la machine. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, moi, qui m'attriste, c'est que je le répète en plus, ce que beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, parce qu'ils ont plein d'autres sujets, hein, je comprends, ils ont tendance à oublier ce truc-là, c'est que je leur dis, en fait, vous faire gagner du temps et de l'énergie, c'est aussi vous libérer du temps et de l'énergie pour travailler sur d'autres choses. Ouais. Parce que quand ton expérience est meilleure, souvent, ça te libère du temps. Oui, parce que tu as moins de galères à gérer, moins de plaintes, moins de... à gérer, et c'est vrai. Voilà, moins de bad buzz à arrêter, de Mais tu vois, c'est une discussion que même moi, à chaque fois, je faudrait que je on est, c'est qu'au début, j'étais convaincu que nous, on aidait les gens à gagner du temps. Mais en fait, j'ai réalisé qu'ils ne valorisent pas leur temps. Oui, pour beaucoup. Et ils passent du temps sur des tâches non nécessaires et qui finalement ne contribuent pas à faire avancer leur business. C'est un peu le truc des 80-20. Exactement. Normalement, on passe 80 du temps à faire des choses qui nous ramènent 20% de business ou de CA. Exactement. Alors que 20% des trucs que tu fais, si tu les faisais plus, t'augmenterais. D'augmenter. Ouais. Toi, tu as un exemple de truc comme ça où tu as vu des clients ou des gens qui, ou peut-être n'ont pas réalisé, ou au contraire, qui, une fois que tu leur as fait réaliser, ont fait plus de choses qui, en fait, ils leur faisaient... Alors, peut-être qu'ils perdaient du temps là-dessus, et quand ils ont fait des choses qu'ils ne faisaient pas, qui peut-être à rapporter, que ce soit
peut-être dans leur com ou dans leur contenu ou dans leur même expérience client, dans leur service au client? Alors, service au client, oui. Ah. Typiquement, en fait, avant, j'avais une de mes clientes qui c'était la CM qui répondait aux DM. Et en fait, il y avait, à un moment donné, ça a explosé et la CM n'arrivait pas à répondre aux DM. Et de toute façon, moi, je suis persuadée que les CM ne doivent pas gérer les DM. Ah bon? Parce qu'en fait, non. En fait, pour toi, ça doit être le service client. Produit, ça doit être le service client. En fait, il faut quelqu'un qui connaît parfaitement les clients, produit et le service et les clients. En fait, les DM, c'est votre boutique. Dites-vous que c'est comme un point de vente. C'est là où les ventes vont se passer. Oui. Donc, si aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est juste plus créateur de contenu que vendeur, et ben, vous allez perdre beaucoup de chiffres. Et en fait, généralement, le CM, il se contente de juste répondre ou rediriger vers quelqu'un d'autre. Si vous arrivez à faire cette vraie expérience social commerce, c'est-à-dire de vous comporter comme si vous étiez une vendeuse en boutique ou comme si vous étiez une vendeuse en agence, ça fait toute la différence. L'action de l'argumentaire. Quelqu'un cherchait du SAV, j'ai dit oui. Et maintenant, la personne qui gère ses DM, c'est ça. Et cette dame est débordée. La dame du SAV. Ouais, la dame du SAV, elle est débordée, elle ne fait que ça. Parce qu'il y a quand même, il y a du volume et du besoin. Il y a du volume. Mais, comment dire, 80% des ventes sont faites là-bas. C'est ça. Beaucoup plus qu'en boutique ou beaucoup plus que par téléphone ou quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est que nous, c'est la même discussion qu'on a eue en ce moment où j'ai demandé à ce qu'on mette maintenant les réseaux sociaux sur Intercom. Notre outil de gestion des tickets. Je demandais à ce qu'on les mette aussi parce que je me suis rendu compte qu'en fait... Et c'est un game changer, ça peut pulvériser un CA, ça peut vous faire... oui. En fait, et même si c'est pas immédiatement là-bas, c'est en termes de connaissance client et de compréhension des problèmes. Tout se passe là-bas. Et les clients se plaignent, ils aiment parler. En fait, la vente, c'est comment dire, c'est un échange, c'est une conversation en fait. Plus tu vas réussir à échanger avec ton client, tu vas noter ses frustrations. Quand tu vois qu'il y a 10 points qui sont revenus chez les clients, tu notes, tu dis ah ok, ça on va changer, ça on va modifier. Quand on demande, par exemple, quand je vois, je sais pas, 50 personnes qui se plaignent que vous affichez pas les prix, au bout d'un moment, affichez les prix. Exactement. Et votre client sera content. Et on saura ce qu'on fait. Voilà, nous cette cliente elle a affiché. Il y a même des clients qui disent merci d'afficher les prix. Oui, parce qu'il y a beaucoup de marques qui n'aiment pas montrer leurs prix. Mais en fait, le client, si quand il voit afficher, c'est pas parce quand tu vas lui dire qu'il va plus s'acheter. Au contraire. C'est vrai. Il va fuir, il va plus revenir. Là, et ça, c'est un mythe que j'ai jamais compris d'où il vient. Moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Les maisons de luxe font ça. Ils n'affichent pas leur prix en boutique. On parle d'un autre niveau de prix, tu vois. Oui. Non, mais puis les maisons de luxe. Ton article à 25 000 et t'oses pas mettre ton prix. Je comprends pas l'idée. Ouais. Après, tu perds le client. Il y a beaucoup de gens qui font à la tête du client aussi en DM. Ouais, ça c'est un autre débat. Où on va pas défendre cette cause-là. Voilà, non, qu'on ne défend pas du tout. Mais ouais, je sais que ça a vraiment changé. Ça te permet comme quand tu ressens en fait les problématiques du client et son besoin, qu'est-ce qu'il veut sur ton point de vente, et c'est de la même manière dont tu le ressens aussi en DM. Donc il faut quelqu'un d'investi sur ça. Et même, j'ai tendance à dire, et c'est ce que j'explique aussi à mes clients pour qu'ils briefent leur staff, c'est là même où tu vas savoir quel prochain produit tu vas pouvoir lancer, sur quoi tu vas aller. Parce qu'en fait, tu arrives à savoir quels sont les produits qui fonctionnent le mieux. Tu couples ça à ce que tu as mieux vendu, avec tes DM et tes retours. Et en fait, c'est comme ça que tu peux faire grossir ton business ta boîte, facilement. C'est le meilleur endroit pour être à l'écoute du client. La vérité, c'est que les gens, oui, mais on regarde les commentaires. Les commentaires, ça veut rien dire. Parce que la majorité des gens, ils n'osent pas poster de commentaires. Ah oui, c'est clair. En DM, les échanges, ils ne se voient pas. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Pareil, quand on me dit oui, j'ai n'importe quoi, j'ai une page de sex toys, voilà, ça marche pas trop et tout. Mais tout se passe en DM. C'est pour ça qu'on dit arrêtez de vous fier aux abonnés. Exactement. Parce que parfois, tu peux avoir 1000 abonnés, mais tu reçois plus d'une, je sais pas, peut-être 20, 30, 40 DM de gens qui veulent acheter ton produit. Et la personne qui a 15 000 abonnés, elle reçoit... Rien savoir, c'est en DM que vous pouvez savoir. Ça, c'est un très bon point, parce que je pense que même Instagram avait dit que maintenant, c'est ça qu'ils utilisaient aussi pour juger un peu aussi leur boost, c'est de pousser de plus en plus les DM d'ailleurs, parce qu'ils poussent beaucoup en ce moment. Donc non, super intéressant. Bon, bah écoute, il nous reste ta dernière casquette quand même qu'il faut qu'on aborde. On va pas parler de ta casquette, autre casquette sur laquelle tu peux utiliser en capé. Il faut que tu parles un peu de ton business de Airbnb, les gars. Parce que Tricia, en plus, maintenant, a un Airbnb. Franchement, j'ai pas pitié de toi-même. Hein. Franchement, chaque fois, je te regarde avec admiration. Est-ce que ce business a perduré? Tu ne sais pas. Mais parlons-en. Du coup,
quelle était ton expérience que toi et moi on en a parlé, tu m'as expliqué qu'effectivement, c'est un business qui beaucoup de gens en parlent maintenant. Ouais. Faire des Airbnb, de la location saisonnière en Afrique, c'est commence à prendre. Surtout que Airbnb ça commence pas à prendre, ça a très bien pris. Ça a très bien pris, surtout à Abidjan. Merci la canne. Merci la canne. Et c'est vrai que tu disais que sur la location saisonnière et sur les Airbnb, le problème c'est qu'Airbnb ne te permet pas de retirer ton argent ici. Donc, je te laisse le floor. De ça. Non, après, honnêtement, je n'aurais pas 10 000 choses à dire là-dessus. C'est juste qu'effectivement, je me suis lancée un peu comme ça. J'ai vu que ça marchait. J'ai établi une petite stratégie. J'ai regardé un peu. Mais après, je ne me suis pas... comment dire C'est cette partie back-office, tu n'avais pas trop regardé. Back-office, je n'avais pas trop regardé. Et hop, donc je commence à faire mes premières ventes, etc. Donc on me dit, insère un moyen de paiement. J'insère mon compte. Non, compte Côte d'Ivoire. En fait, le pays, même Côte d'Ivoire, sur les moyens de paiement, n'existe pas. Terminé. Il y a tous les pays. Je crois qu'il y a même Congo, il y a même Sénégal. Mais Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Trop de fraudeurs. Tu ne peux pas recevoir de paiement en Côte d'Ivoire. Peu importe le moyen de paiement que tu choisissais. Je me dis, c'est quoi ce délire? Du coup, je les contacte et je tombe sur des forums. Oui, impossible de retirer son argent sur Airbnb. Oui, mais quand est-ce que vous allez considérer la Côte d'Ivoire? Mais on ne peut pas retirer notre argent. Comment on fait? Mais dans tout ça, je vois personne qui a donné de solution. Tout le monde s'en fout. Et les gens ont juste dit, si, il faut que tu aies un compte en France ou un compte à l'étranger. Je dis, mais encore cette histoire de compte à l'étranger? Ouais, mais il y a des gens qui ont des business ici, exactement. Et je regarde Airbnb, je vois des milliers d'Airbnb. Je me dis, mais tous ces gens-là, ils font comment? Ils galèrent. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir quelqu'un par mail. Je dis, mais vous vous rendez compte que vous proposez un service dans un pays, on ne peut pas retirer cet argent dans ce pays? Mais oui, je sais, on est en train d'y réfléchir. Ils m'ont baladé de partout. Bien sûr. Ils t'ont fait faire 15 000 trucs. 15 000 personnes. Mais même les autres pays, Congo, Sénégal, de ce que j'ai compris, même eux là-bas, c'est affiché. Mais après, derrière, ils font des contrôles. Ils font des contrôles, qui font qu'à la fin, tu n'arrives pas à retirer ton argent. C'est ça, exactement. Donc, ils m'ont recommandé Pioneer. Donc, à un moment, c'était visible. Je reviens, il n'y a plus la solution. Oui, ils l'ont retiré. Je leur redemande. Ils me disent non, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que cette possibilité va revenir, en sachant que c'était du coup la seule solution. Donc, il n'y avait plus de solution. Wow. Et même Pioneer, les gens disaient que c'est super galère pour récupérer son argent. Oui, c'est compliqué. Et la solution est compliquée et qu'en fait, même ça, ils ne recommandaient pas. Et je voyais tous les pays peuvent faire des transferts, recevoir leur argent dans le compte bancaire en 24 heures, mais nous, impossible. Donc j'avoue, ça aussi, ça m'a tellement refroidi. Donc pareil, je me suis dit, la prochaine fois, voilà, bien de paiement, c'est plus simple, tu payes avec ta carte bleue, en sachant que c'est des gens qui viennent de l'étranger généralement pour Airbnb. Ouais, c'est eux qu'il faut qu'ils payent avec une carte étrangère. Ils peuvent pas payer cash. Tu dois sécuriser ta location. Ta location. Donc tu peux pas te permettre de dire ok, vous payerez à l'arrivée si la personne ne vient pas. Non, c'est pas safe en fait. Il faut lui faire payer un acompte ou lui faire payer avant pour qu'il puisse rentrer dans le logement. Donc là, clairement, en Capay, pour tous ceux qui font du Airbnb, sans compter les frais Airbnb, c'est ça, qui sont énormes, voilà, qui envoient du steak. C'est ça. Et je sais que pour connaître des gens qui ont beaucoup plus d'Airbnb, ils me disaient nous on passe en dehors. Concrètement, c'est pour du local. Après, pour de l'étranger, là ils ont du mal. Ils ont du mal. Et c'est intéressant parce que nous on a du coup plusieurs de nos clients dans Capay sont des gens qui font des Airbnb. Et qui en fait effectivement ont eu des clients par Airbnb mais qui souffraient déjà à l'époque pour récupérer leur argent et qui maintenant vraiment avec leur paiement en Capay ils envoient et les gens les payent de l'étranger avant de venir, ils règlent, eux ils viennent sur place, etc. Donc on a quand même beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des cas d'usage qui nous a fait réaliser à quel point en Capay, en fait, c'était pas limité à la. Ah ouais, non, clairement. Parce qu'en fait, les gens, on leur a pas dit. C'est d'eux-mêmes qu'ils avaient tellement le problème qu'ils ont vu, ils ont dit, mais attends, je peux utiliser ça pour ça, moi. En fait, dès que tu as du paiement dans ton business, tu peux utiliser en Capay. Exactement. Donc on a des gens qui font maintenant des livres, des formations. Et dans le monde entier. Parce qu'après, on a nos Orange Money, nos trucs, on est habitués. Orange Money, ils font connaître. C'est une solution qui est locale. À partir du moment où on sort à l'étranger, et pour pas mal de business développés ou qui cherchent à se développer, à aller chercher d'autres marchés, vos clients, ils sont à l'extérieur. Ils n'ont pas le choix. Vous leur proposez quoi? Ils veulent payer par carte. Ah oui, parce que vos histoires d'Orange Money, ça les fatigue. Ils veulent payer par carte. On leur propose quoi? Ils vont Simplement. Faire des transferts. Ou même par PayPal, parce qu'ils ne connaissent pas trop en vrai. Même carte, ils sont pas trop chauds. PayPal, comme ça, la sécurité, ils ont tous des comptes PayPal. Mais non, j'ai pas PayPal. Ah, ça refroidit. C'est ça. Est-ce que je peux leur lui faire confiance? Même pour le côté touristique qui s'est vachement développé en Côte d'Ivoire pendant la Cannes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient des tours, qui proposaient des expériences. Il y a des places limitées. Donc toi, tu es en France ou tu es, je sais pas, n'importe quoi au Sénégal, tu veux réserver ton truc, tu vas dire paiement sur place. Le mec, il va dire, non, je donne pas réserve avant. Qui a déjà payé. Et c'est là où ils disent, là tu fais un virement, tu te débrouilles. On va vérifier 6 fois qu'il arrive. C'est ça. Et même le virement, non, moi j'ai jamais fait de virement en partant d'ici parce que je te souhaite pas. Nous on a à le faire souvent.
C'est pas un exercice agréable. Ça coûte extrêmement cher. De toute façon, on m'a toujours recommandé de pas faire de virement, peu importe le sens du virement. C'est un peu mieux quand on voit d'Europe vers ici, mais c'est très long. Ouais, tu n'as pas de certitude sur le fait que ça arrive. Et c'est cher. Très cher. Donc ouais, je pense que pour tout, dès qu'on a un client à l'étranger et qu'on est basé en Afrique, c'est important d'avoir. On can pay for the win. Ouais, yes. Bah écoute, super, je pense qu'on a mis en avant tes produits là. C'est important. Quand même. Ouais, c'est bien. Franchement, ambassadrice de Choc Chic Choc. Franchement, on aime. Non, en fait, à partir du moment où c'est une solution qui peut aider les gens, et moi, clairement, le problème, je le vois tellement présent. Ouais. Et à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, il y a une forte demande de l'étranger de tes services. Donc, il faut que tu trouves la solution pour pouvoir accepter ces clients. Sinon, c'est une grosse partie de ton chiffre d'affaires que tu perds. Exactement. Et ce serait... Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que se limiter au local à l'heure actuelle, c'est vraiment laisser un upside en plus de clients souvent qui sont prêts à payer des premiums. C'est ça, exactement. Et qui te permettront en plus de stabiliser un peu et d'être un peu moins dépendant même de la conjoncture locale et de la compétition locale. Parce que des fois, c'est beaucoup plus simple d'offrir un service à l'étranger à quelqu'un qui, lui, ne l'a pas ailleurs, comme on disait. C'est ça. Et la majorité des commerçants, des gens qui ont des business n'ont pas de site, en fait. C'est ça la réalité. Exactement. Donc, qui dit site dit moyen de paiement. Et pour le moyen de paiement, c'est la galère. C'est compliqué. Non, c'est clair. Donc, parce que oui, vous allez voir un gars qui va vous faire votre site. Oui, moi, je peux te faire ton site e-commerce. Moi, je le vois tout le temps et je l'ai vu pour plusieurs clients. À partir de la période, le moment où le sujet du paiement arrive, en fait, ton dev, il l'a pas anticipé. Non, il l'a oublié. Ton site, il va rester bloqué pendant 6 mois. Yes. Ah oui, désolé, mince, on a un problème sur le paiement, on sait pas quel moyen de paiement payer, non, ça marche pas. Donc, le site, moi, j'ai des clients, leur site a été abandonné comme ça. Ils ont abandonné le projet e-commerce pour ça. Et donc, du coup, c'est le moment où on conclut en annonçant que, normalement, lorsque ce podcast sortira, are you sure? On aura. Ah oui, je prends le risque. Devant tous qui nous écoutez, normalement, on aura sorti des plugins pour pouvoir utiliser AnkaPay et Anka Shipping si vous le souhaitez sur votre site WordPress au moins et peut-être sur Shopify. Donc pour tous ceux que ça intéresse qui nous écoutent, venez, on fait ça, bookez une démo, prenez une démo et on en discute. Donc merci Tricia pour tous ces beaux prétextes et cette belle retour d'expérience. J'espère que, parce que pour t'avoir comme ça aussi longtemps, normalement ça coûte un petit billet, donc j'espère que les gens appliqueront. Donc voilà, merci beaucoup Tricia, vraiment. Et puis, est-ce que tu as un petit dernier mot? Je me demande maintenant une tradition que j'aimerais bien lancer dans le podcast, c'est qu'est-ce que toi tu peux recommander aux gens pour qu'ils puissent créer plus, pour qu'ils puissent mettre plus de choses dehors, pour qu'ils puissent mettre plus qu'ils soient plus créatifs dans le sens où je trouve qu'on a encore trop de gens qui ne font pas assez de création et ne montrent pas assez ce qu'ils veulent faire, ne tentent pas assez des choses. Parce que toi qui as testé plein de trucs, là, quel est ton mécanisme en général pour vraiment passer à l'action et créer? Pour moi, c'est un mécanisme que j'ai donné à une de mes clientes à un moment donné où notre SEM a été dans une période difficile où elle a perdu sa mère. Aïe. Elle ne pouvait plus créer notre contenu. Et on refusait d'embaucher quelqu'un d'autre, on préférait qu'elle attende et ça a duré quand même pas mal de mois le temps qu'elle puisse vraiment revenir. Ouais. Et on s'est retrouvé avec la fondatrice à se dire mais on fait quoi? Et en fait la fondatrice elle crée pas plus de contenu depuis longtemps. Ouais, c'est grave longtemps, exactement. Elle a été focus, tout simplement. On a dit notre priorité c'est continuer à pouvoir générer autant de ventes. Donc elle s'est dit une journée par semaine, voilà, tout simplement, je vais faire une vidéo, je crée. Au départ, c'était difficile, mais un mois plus tard, c'était une machine. C'est-à-dire qu'elle arrivait à faire mieux en termes de volume de vidéos que la CM. Très bien. C'est-à-dire qu'en 3 heures, elle pouvait nous faire 5 vidéos. Bien. Et parfois, en fait, c'est ça, l'énergie dont tu parles, on n'est juste pas prêt à mettre l'énergie nécessaire. Sauf que cette énergie, ce petit surplus d'énergie, c'est 1% supplémentaire que vous allez donner. Vous allez vous dire, j'ai passé du temps dessus, ça me saoule, j'ai la flemme, mais il faut que je le fasse. C'est ça qui va vous ramener ce pourcentage de chiffre d'affaires que vous cherchez depuis des mois, où vous vous dites pourquoi j'arrive pas à augmenter mon chiffre. Il est là. C'est aller sur le degré supplémentaire d'énergie. Ce petit effort en plus. Ouais. Amen, on aime beaucoup. Donc merci pour le petit tips. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Pour une fois, on a essayé de faire un peu plus court. Donc, je compte sur vous pour vous abonner et partager. Et commenter aussi. Oui. Pour voir les sujets que vous aimeriez bien aborder. Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez avoir des gens... Des invités que vous aimeriez bien entendre. C'est vrai ça. Très bon point. Merci beaucoup, madame. Yes. Ciao. Très vite.